Beaucoup de gens n'osent pas écrire, encore moins envisager la publication. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'à chaque fois, c'était pour les mêmes raisons, des mauvaises raisons. J'ai pu en identifier 6 qui revenaient très souvent et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis autrice, éditrice et conseil éditorial. Je suis aussi prof de scénario. Tous mes conseils s'inspirent de mon expérience donc d'autrice, mais aussi de personnes intermédiaires, c'est-à-dire qui va chapeauter des auteurs pour les conduire jusqu'à la publication. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai mis quelques mois avant de republier des vidéos. Je vous explique tout à la fin, les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu poster de nouvelles vidéos. Et je réserve également à tout le monde une petite surprise à la toute fin de cette vidéo. Ce qui se passe quand j'ai affaire à des auteurs, c'est qu'ils ne vont pas forcément évoquer tout de suite leur peur liée à l'écriture et leur peur d'envisager la publication. Ils vont souvent me parler d'un problème de légitimité. Et comme je suis quelqu'un qui discute beaucoup et qui écoute beaucoup les gens, en creusant avec eux, ce que je peux constater à chaque fois, c'est que derrière cette idée de légitimité se cache beaucoup de choses. La première raison qui fait que les gens n'osent pas écrire, ou alors quand ils écrivent, ils n'osent pas du tout envisager la publication, souvent c'est lié aux études. Il y a beaucoup de gens qui me disent « moi j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai pas de formation à ce niveau-là, j'ai certes lu plus ou moins, mais du coup je ne me sens pas finalement formée pour écrire ». Alors ce que je peux vous répondre à vous, personnes concernées, c'est que déjà c'est très français de penser comme ça, de penser qu'il faut absolument avoir un diplôme pour pouvoir faire quelque chose. Vous sortez de France, vous vous rendrez compte, notamment dans les pays anglo-saxons, qu'on n'est pas comme ça. Donc déjà je vous invite du coup à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait. Ensuite, sachez une chose, c'est que les études littéraires ne forment absolument pas à l'écriture. Elles vous donnent un bagage littéraire, elles vous donnent un bagage culturel. Mais en fait, à aucun moment on va vous pousser à écrire et je dirais même que c'est le contraire. On va plutôt vous mettre une pression telle que vous n'envisagerez même pas d'écrire. Moi, j'ai fait 3 ans de classe préparatoire littéraire. Pour ceux qui connaissent, savent que c'est très difficile. Je les ai faites en plus à Paris et dans la dernière, c'était vraiment une boîte à concours, une boîte à intégrer comme on les appelait, tellement le rythme était très soutenu. Et je peux vous dire que la pression qui s'exerçait sur nous, elle était très forte, mais surtout cette idée que tous les auteurs étaient érigés au rang de monuments. Je peux vous dire que tout le monde était assez complexé en fait. À chaque fois qu'on avait affaire à des grands auteurs, jamais on n'aurait pu imaginer prétendre écrire après ça. C'est pour ça que moi il m'a fallu aussi beaucoup de temps. Alors il n'y a pas que ça évidemment, mais je peux vous dire que ça complexe beaucoup. Donc finalement l'un dans l'autre, est-ce que c'est mieux de faire des études littéraires qui vont vous montrer qui sont les grands auteurs et vous exclure d'emblée de ce champ-là, ou alors est-ce que c'est mieux d'avoir fait tout autre chose et finalement d'être un peu vierge à ce niveau-là? Je ne sais pas. Moi j'ai mon parcours, d'autres peut-être auront des points de vue différents, mais en tout cas, je peux vous dire que les études littéraires, c'est pas ça qui va faire de vous un grand auteur. Ce qui fera de vous un grand auteur, c'est le fait de beaucoup écrire. La deuxième raison qui vient souvent finalement, c'est celle du milieu social ou du milieu culturel dans lequel on a grandi. Moi je le vois, qu'il s'agisse d'origine ethnique ou d'origine culturelle, sociale, beaucoup de gens sont complexés par ça. Si vous venez d'un milieu qui n'a pas été, on va dire, favorisé de ce point de vue-là, dans lequel personne ne parlait jamais de littérature, personne ne lisait. Au contraire, ça pouvait être déconsidéré. Si vous avez grandi dans un milieu où c'était mal vu et où on vous a incité à faire des études qui n'avaient absolument rien à voir, voire à ne pas faire d'études du tout, vous pouvez garder aussi certains complexes. Il y a des gens qui sont aussi d'origine étrangère, ils ont pourtant grandi en France, mais leur famille vient d'ailleurs. Et là, ils se disent ma voix finalement n'est pas légitime, ma voix n'intéresse personne, elle ne sera pas entendue. Bon. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je comprends complètement qu'on se pose la question. Ce que j'observe dans l'édition française, c'est que les voix étrangères, justement, sont extrêmement plébiscitées. Je peux vous citer les prix Goncourt, Leila Slimani, Mohamed Mbougar Sarr, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, des gens aussi comme Alice Zeniter, qui a des origines algériennes.
tous ces gens-là ont un background familial, voilà, et sont pas des franco-français purs et durs. Donc il ne faut pas se dire que si vous ne venez pas d'une grande famille française d'ascendance, je sais pas, aristocratique qui vit dans le 5e arrondissement, vous n'allez pas pouvoir être publié. C'est faux, moi je le vois tous les jours, tous les gens qui sont publiés ne viennent pas du 5e arrondissement. Donc c'est pareil pour le milieu social. Évidemment que le milieu social aide, ça fournit un bagage culturel qui va faire gagner du temps. Ça fournit un bagage culturel qui peut ouvrir des portes en termes d'études. On ne va pas se mentir, hein, les héritiers, comme les appelait Pierre Bourdieu, sont des gens qui peuvent voir s'ouvrir les portes plus facilement. Maintenant, je pense vraiment qu'on peut combler ces lacunes au niveau culturel, et encore, je dis lacunes avec des grosses pincettes, parce que finalement, je crois aussi qu'on peut tracer son sillon à travers une culture donnée. Peut-être que c'est de la naïveté de ma part de le penser. Moi, je le vois parce que quand je vois notamment des auteurs BD qui viennent de backgrounds qui n'ont rien à voir avec des milieux bourgeois et qui arrivent à être publiés, quand je vois même des auteurs de romans pour qui c'est le cas, en fait, ça me fait penser tout ce que je vous raconte. Donc, le milieu social, c'est une donnée de départ, c'est évident. Rien n'empêche ensuite d'aller beaucoup lire, d'aller se cultiver, d'aller beaucoup écrire surtout. Encore une fois, c'est vraiment question d'entraînement, de travail, de persévérance. Je pense vraiment qu'un éditeur, quand il reçoit un projet, il ne va pas commencer à se demander de quel milieu social vient la personne en face. C'est vraiment la qualité du projet qui va entrer en ligne de compte. Alors peut-être effectivement que dans certaines maisons, on est très axé là-dessus. Bon, moi vous le savez, je suis plutôt orientée édition indépendante et je peux vous dire que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ensuite, on peut avoir les injonctions parentales, familiales, alors celles qui nous disent de faire telle ou telle étude et puis finalement de construire notre vie de telle ou telle façon. Bon, ça, c'est partout pareil, je pense, dans toutes les familles. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas reçu des injonctions petits. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes adulte, vous avez le moyen de surmonter ces injonctions. Si vos parents voulaient que vous fassiez médecine, que vous avez tout fait pour leur faire plaisir, mais qu'à 40-45 ans, vous faites une crise existentielle qui vous révèle vos véritables aspirations, eh bien, moi je pense qu'il faut aller vers ces véritables aspirations. Ça ne veut pas dire qu'on va tout plaquer du jour au lendemain. C'est pas le ou tout ou rien. Ça se construit, une reconversion professionnelle. Tous les gens qui en font le savent. Ça prend beaucoup de temps. Et pendant un certain nombre d'années, on va faire deux choses en même temps, écrire et garder une activité alimentaire. Mais voilà, donc les injonctions qu'on a reçues au départ, elles sont dépassables. Et je pense surtout que ce qui peut permettre de les dépasser, c'est d'avoir justement un job à côté qui fait que personne n'ira vous dire « Oh là là, mais tu ne gagnes pas ta vie », etc. Là, au moins, cette question-là, elle sera réglée. Et après, il s'agit bien de se dégager un petit peu de temps, bien sûr, pour arriver à écrire un petit peu régulièrement. Je pense vraiment qu'il faut essayer de surmonter ça. Alors, par d'autres biais que l'écriture, vous pouvez aussi aller faire une analyse, vous pouvez aller faire du sport, aller dans une assoce qui va permettre de comprendre des choses. Une autre raison que j'ai pu entendre, c'est les études traumatisantes. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont très mal vécu l'école et limite, ça les a dégoûtés de toute investigation intellectuelle. Bon, finalement, au bout de 10 ans, ils sont revenus à l'écriture parce que c'était leur passion initiale, mais ils gardent un souvenir très douloureux de certaines remarques de profs, etc. Bon, c'est sûr que les profs, il y a tout et il y a le meilleur comme le pire, on le sait très bien. Donc ça, encore une fois, c'est un peu comme les injonctions parentales, il faut essayer de les surmonter. À la limite, j'ai envie de dire, écrivez dessus de manière très thérapeutique, sortez tout ce que vous avez à sortir, tout ce qu'on vous a reproché, et puis vous verrez peut-être avec votre recul d'adulte que finalement, c'était pas si dramatique que ça. Et puis je vous invite aussi à vous interroger sur une chose, c'est que les gens qui vous ont dit ça, pourquoi ils vous les ont dit, mais aussi qui vous les a dit. Je veux dire, ces profs-là, finalement, vous savez, on projette beaucoup sur les autres en général quand on fait des critiques. Est-ce que finalement ces critiques-là ne disaient pas aussi quelque chose d'eux? Il faut aussi remettre les choses en perspective et se dire pourquoi on m'a dit ça à cette époque-là. Peut-être qu'effectivement à cette époque-là j'étais un flemmard qui faisait rien et puis que j'ai mérité cette remarque à ce moment-là. Mais ça ne préjuge pas de ce que vous serez capable de faire en tant qu'écrivain, évidemment. L'écriture, ça demande de la discipline. Alors je prends cet exemple de la flemmardise, mais ça peut être autre chose. Il y a toujours un moyen de surmonter des failles initiales. Ça, j'en suis intimement convaincue, parce que je l'ai beaucoup fait pour moi, mais s'il m'en reste encore. J'en viens à une autre raison qui me paraît très importante, et d'ailleurs je pense faire une vidéo consacrée aussi à ce sujet. C'est la peur d'échouer, la peur d'être un écrivain raté.
ça, on le dit rarement. Mais je crois qu'il n'y a pas une personne qui écrit qui n'a pas cette peur. Moi-même j'ai cette peur, même si j'ai déjà été éditée, j'ai peur de ne pas être rééditée, j'ai peur que voilà, mes textes n'intéressent personne au final. Hein. Alors après on va me dire oui, il y a l'auto-édition, d'accord, mais moi j'ai envie de trouver des partenaires en fait. Donc du coup ça c'est une crainte, je peux vous dire, qui est générale. Je vous en reparlerai, mais je pense vraiment qu'il y a des livres qui peuvent vous aider là-dessus, notamment ceux de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. Je suis convaincue de tout ce qu'il dit dans ce livre, à savoir que quand on tente quelque chose, forcément on échoue aussi, et c'est comme ça qu'on apprend. Moi je vous parlais d'une expérience qui m'a énormément marquée, ça a été mon école de la vie. Quand j'étais petite, j'ai fait du piano, et entre 14 et 17 ans, j'ai fait du piano à très haut niveau, puisque j'étais prise en main par une prof du Conservatoire de région de Paris, qui avait tout son réseau de profs qui venaient du Conservatoire national de Paris. Et donc, je passais mes vacances en stage de musique, donc avec les classes de flûte traversière, de violoncelle, de violon, du Conservatoire national. Moi, j'étais la plus nulle du stage hein, quand j'ai débarqué là-bas. J'y étais un peu au bluff, hein, quelque part, enfin, j'étais inconsciente en fait. Ma prof de conservatoire municipal m'a envoyée là-bas. Premier cours, ma nouvelle prof, donc celle qui m'a prise en main, m'a dit « mais tu n'as pas le niveau ». Donc bon, je vous laisse imaginer dans quel état j'ai pu être. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que bon, comme j'apprenais très vite, elle m'a prise sous son aile et puis on s'entendait très bien. C'est grâce à elle que j'ai pu obtenir un prix, mon prix de conservatoire 2 ans plus tard. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand on fait un instrument de musique, on se trompe en permanence. Mais en permanence, c'est obligé. On fait des fausses notes tout le temps. Le rythme, on n'arrive jamais à le tenir tout de suite. C'est extrêmement compliqué d'enchaîner un morceau d'un bout à l'autre. Et quand j'étais dans ces stages, je voyais aussi ces gens du Conservatoire national se tromper en permanence. Mais c'était pas grave. En fait, la différence, elle se fait dans l'attitude. L'attitude par rapport à l'erreur et par rapport à l'échec. Ce que j'ai vu, c'est que tout ça, c'était absolument normal, mais que par contre, ce qui n'était pas normal, c'est de ne pas travailler. Donc, ça pousse à travailler et évidemment, les résultats se font sentir. Dès que vous travaillez beaucoup, vous trompez de moins en moins. Et surtout, vous dédramatisez complètement l'échec, entre guillemets. Moi, ça m'est arrivé de me tromper à des auditions, même de m'arrêter complètement à des auditions de piano. J'ai compris après pourquoi je m'étais arrêtée, notamment trop de mémoire et puis aussi mauvaise gestion des émotions pendant que je jouais. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a une leçon à en tirer pour se forger les armes pour que ça n'arrive plus. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive plus jamais, mais en tout cas, vous progressez dans ce domaine. L'écriture, c'est exactement la même chose. Et moi, quand j'ai commencé vraiment à écrire de manière sérieuse, c'est-à-dire tout début de la trentaine hein, finalement, je savais que j'allais me tromper en permanence. Je me disais, je ne vois pas pourquoi ce serait différent de mon parcours musical, que j'avais eu cette chance d'avoir très jeune. Et du coup, comme j'ai grandi comme ça, je me suis construite comme ça m'a toujours paru normal et j'ai jamais eu une espèce d'orgueil que je constate hein, très souvent, hein, malheureusement, chez beaucoup d'artistes adultes qui démarrent à l'âge adulte, qui se disent mais non, moi je ne me trompe jamais dans mon travail, alors finalement pourquoi je me tromperais ici, et puis pourquoi j'échouerais ici, et du coup dès qu'ils échouent, ils le vivent extrêmement mal, c'est une catastrophe pour eux. Alors que quand on a vécu ça jeune, on sait que ça fait partie de l'apprentissage. Donc lisez Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, je vous assure ça va faire beaucoup de bien, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout seul, et surtout que se dire qu'on va rater les choses, qu'on ne va pas être publié, qu'on va peut-être être un écrivain qui voilà, ne va pas réussir à accomplir tous ses objectifs, bah, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage, et c'est surtout en passant par ces phases-là que vous allez vous forger les armes pour que ça marche au bout d'un moment. Ça, j'en suis convaincue. Dernière raison que je vois beaucoup, c'est l'autocensure. Alors, des gens qui, en fait, écrivent, mais n'arrivent pas du tout à sortir ce qu'ils veulent vraiment sortir. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que pourquoi on devient écrivain, c'est que souvent on n'a pas été écouté quand on était petit, ou pas suffisamment, pas comme on aurait voulu l'être, etc. Donc on a refoulé un certain nombre de choses, de pensées, d'émotions, et puis au moment de les sortir, alors qu'on a le cadre sécurisant pour le faire, on n'y arrive pas, puisque en fait les vieux réflexes sont la vie dure, et donc on n'arrive pas
à s'exprimer tout simplement, ou alors aborder certains sujets qui peuvent être des tabous aussi culturels. Je voyais ce reportage sur Arte sur des autrices qui venaient d'Afrique du Nord, donc Liban, Égypte, Maroc. On voit très bien comment elles sont confrontées à une forme de censure. Il y en a une qui racontait que représenter des corps de femmes nues, en fait, c'était complètement tabou. Mais elle aimait ça, en fait. Elle dessinait des femmes dans des hammams, etc. Ça l'inspirait, voilà. D'autres qui s'attaquent à certaines mœurs de leur pays, voilà, c'est complètement tabou. Il y a les tabous culturels, mais il y a aussi la censure interne, celle qu'on s'impose plus ou moins consciemment. C'est très compliqué de sortir de ça. Il faut essayer de se forcer, je pense, malgré tout, de pas forcément envisager la publication tout de suite si vous n'êtes pas prêt, mais en tout cas de sortir les choses en vous disant, de toute façon, j'écris, personne ne lira ces pages. Sentez-vous en sécurité, vraiment. Personne ne les lira si vous les laissez dans votre tiroir. Depuis tout à l'heure, il y a un oiseau qui chante, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est très agréable. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de faire lire vos textes à des gens bienveillants, des gens de confiance qui vont peut-être vous rassurer, vous dire « Ok, je comprends que tu aies des réticences à montrer ça, mais moi je pense que ça vaut le coup que tu le montres à des professionnels ou autres. » Voilà pour les 6 raisons que je retrouve vraiment le plus souvent, que ce soit avec mes clients, avec les étudiants auprès desquels j'ai enseigné cette année notamment. On est vraiment tous logés à la même enseigne, je peux vous dire. Quand on est conseiller éditorial et prof de scénario, c'est ça qu'on voit en premier. On voit qu'on passe tous par les mêmes phases, qu'on a tous des doutes similaires. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Si vous êtes reconnu dans l'une de ces raisons évoquées, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. Maintenant, pour mes abonnés, la petite explication de cette absence. Alors, comme vous le savez, donc en septembre dernier, j'ai accepté une mission de prof de scénario dans une école de bande dessinée à Paris, en fait une école d'art graphique qui forme des auteurs de bande dessinée, qui forme des illustrateurs, jeunesse notamment ou autres, publicitaires, etc. Et aussi des concept artistes, c'est-à-dire des gens qui font des décors pour les jeux vidéo, voilà, des choses comme ça. Bon, c'était une expérience extraordinaire, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce qu'elle m'a appris énormément de choses qui pourraient vous servir. Je remercie d'ailleurs encore mes étudiants qui ont été absolument adorables tout du long. C'est une mission qui se continuera d'ailleurs l'année prochaine aussi, mais bon là j'ai quelques mois de répit, donc je reviens vers vous. Voilà, mais vous imaginez bien qu'il a fallu, donc je gère 4 classes différentes avec à chaque fois des programmes différents. Il a fallu que je construise mes cours pour chaque séance. Voilà, ça s'est déroulé jusqu'à la mi-avril, là, ça vient tout juste de se terminer. Voilà, donc maintenant que tout le programme est fait, j'ose espérer que j'aurai plus de temps à l'avenir. La petite surprise, hein, je vous l'ai promis au début de cette vidéo, je vais faire un live, donc si vous souhaitez y participer, alors je ne vous demande pas de vous inscrire, simplement m'indiquer les jours que vous préféreriez et les horaires que vous préféreriez, des créneaux un peu larges, voilà. Quels sont vos jours préférés, vos créneaux préférés, comme ça après moi je fais ma petite tambouille et puis je vous proposerai une date, voilà, je fixerai une date. À partir de maintenant, on va se retrouver donc tous les mercredis comme avant, donc je posterai une petite vidéo. D'ici là, je vous dis une très bonne écriture. Je suis vraiment ravie, encore une fois, de vous retrouver, de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, puis à m'envoyer des messages. Je vous dis à très bientôt et écrivez bien.